Bonsoir à tous. Merci de votre participation ce soir au thème de comment remplacer son système de chauffage. Voilà, ce que je peux vous proposer, oui, en effet, c'est peut-être d'éteindre vos caméras pour le moment. On reprendra un temps d'échange à la fin, si vous le souhaitez, pour qu'on mette un peu les visages sur les noms. Voilà, ça va faciliter le flux, je pense. Et du coup, alors aujourd'hui, on intervient dans le cadre, donc nous sommes l'ASDER, et nous avons la délégation du service public à la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, on fait une animation sur le remplacement du système de chauffage dans le pays de Maurienne. Donc, je me présente, je suis Richard Bertrand, conseiller à l'ASDER, et je vais animer ce soir ce webinaire avec mon collègue que vous voyez en vidéo qui va se présenter. Je te laisse te présenter, Nicolas. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas Roulet, je suis conseiller également, conseiller Info Énergie à l'ASDER avec Richard. Il y a des personnes qui viennent de rentrer, hop, je viens de les admettre. Donc par principe, je coupe le son des micros, mais vous avez toujours possibilité de réactiver le son pour une question. Ouais, et du coup, je reste disponible pendant tout le temps du webinaire pour toute question via le chat. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Laisse la place à Bon, Richard. on va encore patienter quelques minutes si jamais il y a des retardataires. Donc en effet, dans le fonctionnement, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'intervenir dans le chat. Nicolas fera un tri peut-être pour assembler quelques questions et puis de temps en temps m'interrompre, voilà. Et puis on prendra aussi un moment d'échange. Alors, soit si on voit qu'il y a un certain nombre de questions sur le même thème en cours de présentation, et sinon à la fin, n'hésitez pas. En tout cas, on est là aussi pour répondre à ces questions. J'espère que cette présentation répondra au plus de questions possible. Très certainement ouvriront d'autres questions, c'est souvent le cas. Voilà, bon, on va encore attendre quelques minutes. Alors, ouais, il y a pas mal de participants, c'est chouette. Bon, écoutez, 18h04, les retardataires prendront. Donc là, vous voyez mon écran normalement. Oui, on vous voit très bien. Ok. Je partage mon écran de. Alors, pourquoi je peux pas le mettre en mode du coup? Alors, voilà. Donc, bah voilà, hein, j'avais commencé déjà un petit peu à faire le teasing, c'est-à-dire que voilà, nous sommes donc l'ASDER, historiquement l'espace info-énergie de la Savoie, d'ailleurs historiquement qui a été le premier espace info-énergie en France, donc en 1981, et nous avons la délégation du service public pour la rénovation énergétique de l'habitat. Donc voilà, c'est des conseils neutres, indépendants et gratuits que vous pouvez trouver chez nous. Donc vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Pour vous, la Maurienne aussi, vous avez également la porte d'entrée de la maison de l'habitat qui souvent nous renvoie, enfin vous renvoie vers nous si jamais il y a des questions. Donc on est basé à Chambéry et historiquement, on accompagne déjà les gens depuis un peu plus de 40 ans. Donc les enjeux de ce soir, qu'est-ce qu'ils sont? C'est voilà, par quoi remplacer mon système de chauffage. Du coup, c'est aussi un enjeu climatique parce que qui dit chauffage dit gaz à effet de serre notamment. Et donc, les enjeux climatiques sont celles-ci, c'est-à-dire que l'évolution des températures aujourd'hui, annuelles en moyenne dans les Alpes,
Voilà, c'est la tendance linéaire est assez marquante. Donc concrètement, on est sur à peu près plus. C'est vrai qu'au niveau national, on est dans les départements qui subissons de plus fort le dérèglement climatique. Après, il y a aussi un enjeu financier avec un changement de système de chauffage. Donc là, voilà, c'est la dernière mise à jour que nous avons des prix de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie la plus chère, donc celle en bleu sur la première coupe, donc c'est bien l'énergie électrique. Donc on voit, hein, c'est une temporalité, une frise de 20 ans. Donc il y a 20 ans, l'électricité était la plus chère, elle l'est encore aujourd'hui. Donc on est 21,15, ce sont des centimes par kilowattheure. Voilà. Juste en dessous, nous retrouvons le gaz propane, qui va être la seconde énergie la plus chère, à environ 16 centimes 48 du kilowattheure. En rouge, ça va être le fuel. Alors 11 centimes 47, bien évidemment que ça va dépendre à quel moment on va commander son fuel. En plein hiver, c'est difficile on est plutôt à 15 centimes du kilowattheure. Ensuite, les verts clairs, verts foncés vont être les granulés en vrac et en sac pour le vert clair. Voilà, on est un peu plus on est quasiment à 12 centimes du kilowattheure. En violet, nous sommes sur les gaz naturels. Alors, ça va toucher essentiellement Saint-Jean-de-Maurienne, je crois, parce que le gaz ne va pas plus loin que Saint-Jean-de-Maurienne. Et ensuite, on va être donc sur le bois plaquette et le bois bûche. Voilà, et l'énergie la moins chère. La ligne jaune tout en bas, c'est l'énergie solaire. Alors souvent, on me dit, bah oui, mais vous comptez pas l'installation. Bah, pour les autres énergies, on compte pas l'installation du système non plus. Voilà. C'est vraiment l'énergie, comment on l'achète, le kilowattheure. Alors, un petit focus assez rapidement sur la consommation énergétique par secteur. Voilà ce que représente en consommation d'énergie le résidentiel. Voilà, c'est pas ce que dégage en gaz à effet de serre, c'est l'utilisation de l'énergie là, pour l'instant. Donc, on est à plus de 30% sur le résidentiel. Alors, c'est vrai que nous, l'ASDER, on est vraiment dans la démarche de Négawatt, de l'Institut Négawatt. Donc, c'est un institut qui participe au niveau de la société à écrire des scénarios, merci Nico, des scénarios donc pour comment améliorer et éviter le rehaussement de plus d'1,5 degré au niveau mondial. Donc, il y a trois axes très importants dans ces scénarios qui vont être notamment la sobriété, l'efficacité et les renouvelables. Voilà, ça va être vraiment un besoin d'allier ces trois axes de levier pour arriver à ne pas dépasser les 1,5 degré de réchauffement. Alors pourquoi on veut changer de système de chauffage? Bah, notamment, pour certains en tout cas, parce que bah, on utilise quand même beaucoup, moins, mais on utilise toujours des énergies quand même non renouvelables. Donc cette source vient des statistiques du développement durable.gouv. Alors j'ai pas l'année de la source, mais je crois que c'était 2021 dans mes souvenirs. Donc encore presque 40% de pétrole, 18% de gaz naturel. Les énergies renouvelables, c'est 12% et 3% de chaleur commercialisée. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc un impact environnemental fort du chauffage. Donc on a vu hein, au niveau de l'énergie déjà, c'est 30% de l'énergie nationale qui est utilisée pour le résidentiel. Et voilà les différents impacts par type d'énergie qu'on peut retrouver.
Donc 1 kWh, rappelons hein, l'énergie, ce sont des kilowattheures. Le kilowatt, c'est la puissance. L'énergie, c'est la puissance dans le temps. Donc le 1 kWh de fuel représente 324 grammes de CO2, tandis que le gaz réseau, ça va être 227 grammes. On va être à 147 grammes pour de l'électricité. Les réseaux de chaleur, la moyenne française est à 100 grammes. La pompe à chaleur avec une coefficient de performance de 3 va être à 49 grammes et le granulé de bois va être à 30 grammes de CO2. Voilà. Donc ça, enfin, ce sont les chiffres de 2018 qui sont liés notamment au niveau de performance des machines. Donc l'impact environnemental le plus important, on vient de le voir, est essentiellement donc le chauffage fuel qui, donc là, c'est pour 10 000 kWh, représente 3 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, tandis que on va être à 0,79 tonnes avec de l'électricité, encore 0,15 tonnes avec du bois bûche. Donc un petit rappel, hein, voilà, la vente de chaudière fuel aujourd'hui est interdite depuis bientôt un peu plus d'1 an déjà. Alors, peut-être que je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une petite pause question ou on continue. Pour l'instant, on n'a pas de questions sur le chat. N'hésitez pas. Ah bah ça y est, il y en a une. Vente chaudière fuel interdite, même pour rénovation, c'est la question. Est-ce que c'est aussi pour la rénovation? Hum, Oui, oui, alors on peut changer un brûleur, hein, mais on ne peut pas acheter une chaudière. Allez, bah, je vais continuer parce que là, on n'est pas rentré vraiment dans le détail du chauffage. Euh, Donc un système de chauffage, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, hein. Il y a un système de production, le générateur. Donc le générateur, c'est la chaudière ou le poêle, voilà. Un système de distribution, des émetteurs et une régulation quand le système le permet. Voilà, tout ça, c'est un système de chauffage. Quand on parle de rendement global d'une installation, eh ben, le rendement global, il va justement dépendre de chaque composant de ce système. Il y a le rendement de production, donc de l'organe de production, donc du générateur, la chaudière, un rendement sur la distribution, un rendement sur les émissions et un rendement sur la régulation. Et tout ça va nous donner le rendement global de l'installation. Donc avant de remplacer nos systèmes de chauffage, alors est-ce que vous avez bien pensé à notamment désembouer l'installation? Alors, je sais pas si je vais peut-être vous laisser un peu la parole. Est-ce qu'il y en a, ils ont déjà fait des changements de système de chauffage? Est-ce qu'on leur a proposé systématiquement le désembouage du réseau? Je vous pose la question, vous pouvez allumer vos micros, hein, répondre, hein, si vous le souhaitez. Moi, je suis en train de. Bon, je m'appelle Jérôme, hein, déjà, pour me présenter. Bonjour. Bonjour. Et j'ai une chaudière à fioul donc, qui est branchée sur un chauffage central. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec l'entreprise qui s'occupe de la chaudière, enfin, de ma chaudière fuel. Mhm. Et pour le moment, il m'a pas proposé voilà, cette opération-là. Mais par contre, on discutait effectivement des différentes solutions. Alors, enfin, lui, il partait sur de l'électrique. Mais enfin, moi, c'est un petit peu le genre de question que je me pose. C'est en fonction de. Alors, pour les solutions, Voilà. on va revoir parce qu'on va y arriver. Ouais. Mais en tout cas, Mais ce nettoyage, moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand on a racheté la maison, c'est-à-dire que enlever les radiateurs et les purger, voilà. Mais pas, c'est pas une opération faite par un professionnel, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même et qui est certainement pas bien fait dans tous les cas. alors, concrètement, un désembouage, normalement, il faudrait le faire à peu près tous les 7 ans. Donc concrètement, moi je sais que dans mon cercle autour de moi, il y a peu de gens qui le font tous les 7 ans déjà. Après, à faire soi-même, pourquoi pas, hein, il y a différentes techniques, hein, que ce soit purger, refaire. Il peut y avoir des ajouts, des additifs qu'on va mettre dans le réseau qui vont nettoyer. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui
d'important, surtout si on ne sait pas ou si ça n'a jamais été fait. Voilà, quand on achète un logement, si on ne sait pas, je vous conseille de déjà le faire, comme ça au moins, bah, voilà. Et c'est à peu près quelque chose qu'on va faire tous les 10 ans. Et on voit hein, que ça a quand même un rendement, enfin un gain énergétique assez important d'entretenir, on va dire, le niveau des boues qu'il peut y avoir dans les émetteurs. Donc voilà, c'est quelque chose sur laquelle, normalement, souvent, quand on vous remplace un système de production de chauffage, très souvent, sur un devis, l'installateur va vous proposer cela, ça va être chiffré. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est ce qu'on appelle le calorifugage, c'est-à-dire isoler toute la tuyauterie qui transporte de l'eau chaude quand il n'est encore plus, et surtout quand il n'est pas dans un espace chauffé. C'est-à-dire que si la chaudière elle est dans le garage ou dans enfin, la buanderie qui est en dessous, voilà, il y a un intérêt énorme à aussi isoler tous les tuyaux de chauffage avant leur arrivée dans l'espace de la maison. Donc bah voilà, on va commencer à voir les alternatives possibles pour ce remplacement de système de chauffage. Alors la chaudière gaz à condensation. On va commencer par celle-ci. Une chaudière gaz à condensation. Alors aujourd'hui, ça va être un investissement entre 5 et 12 000 euros. 12 000 euros, ça commence à être des grosses chaudières gaz quand même. Il y a un gain énergétique si on part d'une non-condensation et qu'on la remplace par une condensation qui a environ 10%, entre 6 et 15% de rendement. Euh, voilà, alors pour vous expliquer simplement la condensation, je vais partir déjà d'une chaudière qui n'est pas condensation. Une chaudière classique, dit standard, le comburant arrive, le combustible, pardon, donc là le gaz, on le brûle et il chauffe l'eau du réseau des radiateurs. Et on expulse la fumée à l'extérieur. On s'est rendu compte que ces fumées sont aux alentours de 180-200 degrés. Donc une chaudière condensation, au lieu d'expulser donc des fumées très chaudes, on va expulser ce qu'on appelle des fumées froides aux alentours de 90 degrés et on va récupérer cette température pour continuer à chauffer l'eau des radiateurs. C'est pour ça pour la même quantité de gaz, nous allons avoir euh, plus de calories dans le système de chauffage. Donc voilà pour la chaudière gaz condensation. Concrètement, quand on a une chaudière gaz et qu'on remplace par une chaudière gaz condensation, c'est la technologie la meilleure, le plus haut rendement possible avec du gaz. Donc la pompe à chaleur. Alors là, c'est un sujet plus technique. Donc vous avez voilà, le schéma de principe de la pompe à chaleur. Alors, donc la partie gauche, ça va représenter donc une pompe à chaleur. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Souvent, donc il y a une partie, enfin c'est pas souvent, c'est tout le temps. Il y a une partie, ce qu'on appelle un bloc extérieur et une unité intérieure. Le bloc extérieur on va prendre la calorie dans l'air pour la redistribuer dans l'eau du réseau de radiateurs. C'est pour ça qu'on va l'appeler la PAC RO. Alors je dis radiateur, plancher chauffant, donc les émetteurs. Voilà. Donc on va prendre la calorie de l'air enfin le gaz va prendre la calorie de l'air et on va passer au milieu là le compresseur. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle sur du gaz, on va tendre, quand on tend un gaz et le détendre, on va le faire passer de l'état liquide à gazeux. Et dans ce changement d'état de phase, il va démultiplier la calorie. Donc c'est ce qui vous est présenté là. C'est vraiment le schéma de principe général. On va rentrer un peu plus en détail. Donc, c'est un investissement qui représente entre 13 et 18 000 euros. 13 000 euros, c'est plutôt quand la pompe à chaleur RO va faire seulement le chauffage et pas l'eau chaude sanitaire. Donc, il y a la possibilité, bien évidemment, qu'elle fasse les deux, l'un ou l'autre. Mais voilà, 13 000 euros, c'est plutôt des pompes à chaleur qui ne font que le chauffage.
Dès qu'on va rajouter chauffage et eau chaude sanitaire, on va être à peu près premier prix aux alentours de 16 000 euros. Alors, il y a un indicateur qui est extrêmement important au niveau de la pompe à chaleur. Donc, c'est ce fameux COP, COP, donc qui signifie coefficient de performance. Donc, je vous disais tout à l'heure, le gaz frigorifique va prendre la calorie dans l'air extérieur, on va le tendre et le détendre pour faire changer de phase liquide-gazeux, et il va démultiplier la calorie. En gros, bah, si j'ai un COP de 3, bah, si la, la pompe à chaleur consomme 1 kW, elle va donner 3 kW de chaleur. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le COP fournisseur. Après, le COP fournisseur, bah, ça prend, comment dire, il y a un autre indicateur qui est un peu plus précis que le COP, ce qu'on appelle le SCOP, donc le coefficient de performance saisonnier. Voilà. En fait, il va nous dire quel est le coefficient de performance à certains degrés de température. Et celui qui est le plus souvent déclaré sur les devis, c'est le scope de -7 à +35, c'est-à-dire que jusqu'à des températures de -7 degrés à l'extérieur pour emmener de l'eau à 35 degrés dans le réseau des émetteurs. Alors, il y a beaucoup de courbes, il y a pas mal de choses un peu techniques. Je passe un petit peu par-dessus. N'hésitez pas à écrire vos questions, hein. Toujours sur la pompe à chaleur, donc on va avoir un fonctionnement qui sera vraiment optimisé quand on aura des émetteurs, ce qu'on appelle basse température. Voilà. Donc, typiquement, un plancher chauffant, c'est basse température. Après, ça peut être des radiateurs aussi, mais ils vont être quand même un peu différents à des radiateurs plus classiques, fonte. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, plus on va chauffer l'eau des émetteurs, plus la pompe à chaleur va consommer de l'électricité, donc le coefficient de performance va baisser. Donc le tableau que vous voyez ici, c'est vrai que je peux peut-être un peu agir comme ça, le tableau que vous voyez là, voilà, ça va vous donner le coefficient de performance, de moyenne, hein, voilà, euh, quand on doit aller emmener donc, de l'air, la température d'air quand elle est à -7 degrés ici, donc dehors, et qu'on envoie de l'eau à 30-35 degrés, on a un coefficient de performance de 2,5. Et plus on va aller envoyer de l'eau chaude, bah, plus ce coefficient de performance va diminuer. Donc là, voilà, j'ai passé parce que je pense que cette courbe est plus lisible. Donc c'est l'évolution du COP en pourcentage. Voilà. Donc dès qu'on dépasse 35 degrés quand même, hop, on commence à perdre donc 35 degrés de température de départ d'eau dans les émetteurs. Voilà. Alors, quelques cas plus pour illustrer un peu les propos. Euh, donc, on a une PAC. Donc là, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle l'unité extérieure. Et donc, différentes solutions, des radiateurs basse température ici, ou bah, le plancher chauffant, encore ici. Plancher chauffant, on envoie pas plus de 35 degrés dans un plancher chauffant. Et on va envoyer entre 60 et 45 degrés dans des radiateurs basse température. Et ben entre les deux, déjà, il y a un gain sur les consommations avec le plancher chauffant par rapport à des radiateurs basse température. Donc, ce que ça veut dire qu'il faut vraiment essayer de privilégier donc la pompe à chaleur sur du plancher chauffant. C'est là où vraiment vous serez le plus performant. Alors là, ça va être le cas où on va avoir donc un régime de radiateur à 50, 40, 50 degrés. Euh,
Alors, il manque et le cas où on envoie de l'eau à entre 60 et 45 degrés dans les radiateurs ou 50 à 40 degrés dans les radiateurs. Et là, pareil, il y a à peu près 20% environ. Le gain de consommation est à peu près de 20% dans le cas où on envoie entre 50 et 40 degrés. Donc, c'est vraiment pour mettre en image qu'on disait. Moi, en conseil, souvent, j'ai l'habitude de dire aux personnes, la pompe à chaleur, vraiment, la chose qui est extrêmement importante, c'est toujours garder en tête que le coefficient de performance va être induit par la différence de température de l'air extérieur et de la température de l'eau des radiateurs. Dès qu'on va dépasser les 50 degrés, on va avoir des coefficients de performance qui s'effondrent. Si on n'a plus de coefficient de performance, c'est quand même pour ça qu'on prend une pompe à chaleur. À titre de comparaison, pour bien comprendre, un radiateur électrique avec une résistance électrique en termes de performance, c'est 1, c'est-à-dire que quand elle consomme 1 kW, elle redistribue 1 kW de chaleur. Euh, voilà. Si on arrive à plus du tout de coefficient de performance avec une pompe à chaleur, alors ce qu'il faudrait quand même qu'il fasse très froid et qu'on envoie des grosses températures, mais c'est pas impossible, eh ben on arrive sur des non-performances. Voilà. Après, la pompe à chaleur, on a fait un petit point sur le règlement acoustique parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de personnes qui en installent. Faut quand même savoir que bah, justement, il y a une réglementation acoustique, que cette unité extérieure, elle est quand même potentiellement bruyante. Alors l'hiver, en général, ça pose pas trop de problèmes. Les personnes ont des fenêtres fermées. En revanche, l'été, et du coup, pour la production d'eau chaude, potentiellement, parce qu'on va pas faire du chauffage l'été. En tout cas, voilà, aujourd'hui, si on a un appareil qui fait faire plus de 5 décibels le jour ou 3 décibels la nuit, si on mesure ça, on peut faire, enfin voilà, ça peut être comme déclaré comme une nuisance sonore, et ça peut entraîner, bah voilà, hein, on va dire des tensions au niveau du voisinage. Donc, bien se méfier de où on va poser l'unité extérieure. Déjà pour cette réglementation-là, et je ne sais pas si dans la slide d'après on le dit aussi, mais pareil, éviter de exposer cette unité extérieure, vraiment, si possible, ne pas la mettre au nord. Euh, donc pour résumer, voilà, pour avoir un bon rendement, donc un coefficient de performance, c'est avoir des émetteurs qui fonctionnent basse température, idéalement ce fameux plancher chauffant. Ce sera aussi d'avoir un logement bien isolé. Pourquoi? Bah, plus on sera isolé, plus on pourra envoyer de l'eau à faible température dans les radiateurs sans que vous perdiez en confort de chaleur. La pompe à chaleur doit être bien dimensionnée. Attention à un surdimensionnement. Un surdimensionnement va impliquer qu'elle ne va pas être forcément dans son bon coefficient de performance. Et en plus, ça peut aussi, ça va avoir un impact sur son espérance de vie. Voilà, l'unité extérieure, voilà, parce que je vous disais, si possible, ne pas la disposer au nord. Sinon, ces cycles de dégivrage seront plus nombreux, et avoir un installeur expérimenté. Alors pourquoi les cycles de dégivrage? La technologie de la pompe à chaleur, c'est la même que du frigidaire. C'est un gaz frigorifique. C'est la même technologie. Mon frigidaire qui fait du froid, bah, quand je passe la main autour de mon frigidaire, il fait très chaud. La pompe à chaleur, c'est l'inverse. On va créer du chaud, donc on va dégager du froid. C'est-à-dire que l'unité extérieure peut geler même lorsque les températures extérieures ne gèlent pas et aura des cycles de dégivrage. Donc si on la dispose au nord, il y en aura de plus en plus. Donc là, on a vraiment fait le tour, je pense, de la pompe à chaleur. Peut-être, on va peut-être ouvrir un petit peu aux échanges sur la pompe à chaleur, parce que je pense que c'est un sujet qui est prenant. T'as ton micro d'éteint, si jamais. Oui, du coup, on a une question là sur la durée de vie d'une pompe à chaleur. Je sais pas si tu veux répondre.
Ouais, bah, si tu veux. Une durée de vie de pompe à chaleur. Aujourd'hui, UFC Que Choisir annonce des années de entre 15 à 18, entre 17 à 18 ans. Voilà, 16-18 ans à peu près d'espérance de vie de pompe à chaleur. Ensuite, il y a des questions par rapport aux voisins, par rapport au bruit vis-à-vis des voisins. Donc, tu as évoqué un peu le sujet avec les histoires de normes. Alors concrètement, je n'ai pas de cas où ça va plus loin. Je ne sais pas comment ça peut entreprendre un conflit comme ça, jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'il faut faire une mesure du son pour voir que c'est au-dessus, pour faire enlever un appareil? En tout cas, c'est quand même un risque. Et, voilà, j'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Mm. Comment faire respecter la réglementation, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle existe. Ensuite, là, il y a une question sur le coût d'entretien de la pompe à chaleur. Donc, ça, c'est une bonne question. En fait, il y a un entretien obligatoire tous les 2 ans, il me semble, hein. C'est ça, Richard? C'est tous les 2 ans, Mm, hein, mm, qui est exact. obligatoire. Le coût d'entretien, moi, j'ai en tête entre 150 et 200 euros par Je, an. je crois que c'est moins que ça. C'est moins que ça? D'accord. Ça doit être une centaine d'euros. Il me semble que c'est 90-100 euros la maintenance. Et oui, c'est tous les 2 ans. Et ensuite, une question. J'ai entendu parler de la PAC très haute température. Avez-vous abordé le sujet? Non, on n'a pas abordé le sujet. En effet, encore une fois, ce qu'on disait, c'est-à-dire que plus la différence de température entre dehors et votre température d'émetteur est importante, plus le coefficient de performance, c'est difficile à garder. Après, il y a des matériels qui sont plus capables que d'autres. Euh, je pense notamment au logement en station. Donc, quand je dis que le premier prix d'une pompe à chaleur, c'est 16 000 euros, c'est dans la vallée. En montagne, le premier prix d'une pompe à chaleur, on doit être autour de 22 000 euros, je pense, pour avoir de la haute température, notamment. Donc, elles vont plus permettre de garder un coefficient de performance. Encore une fois, je vous dis, vraiment, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dès qu'on va dépasser environ 50 degrés de différence entre dehors et la température de l'eau, le coefficient de performance se dégringole fortement. Donc une maison très bien isolée en montagne, avec un plancher chauffant, on va envoyer peut-être une température d'eau à 30 degrés. Ça laisse la marge qui fasse jusqu'à moins 20 degrés dehors. Mais il faut qu'elle soit bien isolée, qu'il y ait un plancher chauffant qui envoie 30 degrés, 35 degrés. Voilà. Oui, là, il y a quelqu'un qui dit, une personne qui est à 1200 mètres et dit que ça fonctionne très bien. Donc, effectivement, oui, ça fonctionne. C'est sûrement une pompe à chaleur haute température. Peut-être que vous êtes sur plancher chauffant également. Ensuite, il y a une question. Les valeurs limites d'altitude. En fait, c'est difficile de répondre à cette question. Ça va dépendre du type de matériel. Euh, Vous avez différentes gammes de différentes marques et même dans chaque marque, vous avez différentes gammes de produits avec plus ou moins de performance. Donc, effectivement, les pompes à chaleur en altitude, ça existe. Après, ce sera toujours moins performant que si vous étiez en vallée. Je te relaisse la. Ouais, on avance du coup. Allez. Alors, hop. Donc aujourd'hui, sur le marché arrive également une autre solution un peu innovante qui est encore pas. Enfin voilà, on est dans le bal du ciment du déploiement de la pompe à chaleur hybride. Alors, qu'est-ce que c'est que la pompe à chaleur hybride? Donc, en termes d'investissement, c'est à peu près les prix d'une pompe à chaleur. Ça reprend. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, il y a une chaudière fonctionnant au gaz ou au fioul avec une pompe à chaleur, RO, et une régulation qui pilote l'ensemble et gérant les deux sources d'énergie. Donc, en fait, il y a une stratégie de fonctionnement qui va être que bah, elle va être réglée de différentes manières. Alors, tous les modèles ne font pas les réglages.
tous les modèles ne disposent pas de tous les réglages de fonctionnement. Voilà, pardon. Donc, ça peut être soit sur le moment du coût de l'énergie. Voilà, il y a une énergie qui est plus chère, donc elle va favoriser de travailler sur l'énergie la moins chère. Euh, et aussi, ça va être en fonction de la température. Donc, ça va être plutôt sur le graphe d'après, si je crois, mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc concrètement, pardon, je reviens en arrière. On a dit que c'était une chaudière fuel, une chaudière fonctionnant gaz et fuel. Il y arrive même des pompes à chaleur hybrides à bois, voilà, granulés. Ça commence aussi à arriver. Donc la stratégie, bah, c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous avez la température extérieure. Dès qu'on va être, on va dire, à 12, et qu'on commence à chauffer jusqu'à 0, -2, on va être sur la pompe à chaleur seule. Ensuite, on est sur un mixte chaudière et pompe à chaleur. Et en général, à partir de -5 degrés à peu près, on n'est plus que sur la chaudière seule. Voilà. Donc, bah, le gros avantage, vous l'aurez compris, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de la pompe à chaleur, qui va avoir des performances liées aux températures extérieures. Là, on est sûr que notre pompe à chaleur sera toujours dans un bon niveau de performance avec cette solution-là, du fait que dès qu'il fait froid et que ça impacte le coefficient de performance, bah, c'est l'eau de combustible qui est mis en avant. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, une pompe à chaleur, quand son coefficient de performance est très rabaissé, voilà, c'est pas son meilleur mode de fonctionnement. Euh, et aussi en termes de coût, c'est pour ça que le coût de cet appareil-là est à peu près du même prix qu'une pompe à chaleur, parce que la pompe à chaleur dans la pompe à chaleur hybride est en termes de puissance plus petite que si vous aviez qu'une pompe à chaleur tout court. Et comme une pompe à chaleur, le coût de l'appareil en fonction de sa puissance, c'est pas, comment dire, euh, euh, enfin, il monte très fortement par rapport aux autres systèmes. On a parlé par exemple d'une chaudière gaz tout à l'heure, une chaudière gaz condensation, qu'elle soit de 6 kg, de 12 kg ou de 24 kg, le prix, il varie très très peu. Une pompe à chaleur, quand on passe de 12 à 14 ou à 16 kg, le prix d'achat du matériel, il varie très fortement. Voilà. Après, comme autre solution, donc, il y a la chaudière automatique à granulés. Donc là, on va être plus sur un investissement entre 13 pardon, et 22 000 euros selon la solution de stockage qu'on va sélectionner. Alors, du coup, bah, le granulé, on est dans la catégorie donc, du bois énergie, donc une énergie renouvelable. Alors le granulé, avec ce qui s'est passé l'année dernière, on a beaucoup de questions. On pourra en discuter peut-être un petit peu à la fin. Là, concrètement, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la filière est assez mal connue au grand public au final. Pourquoi? Parce que déjà, on ne fabrique pas du granulé, on fabrique du bois d'œuvre. En fabriquant du bois d'œuvre, on a du copeau qui était avant un déchet. Donc, c'est la revalorisation du déchet, parce que ce copeau, il est pressé, compressé à température pour donner du granulé. Il n'y a pas d'ajout de colle. Voilà, c'est la revalorisation d'un déchet. Donc, c'est pour ça que c'est dit renouvelable. Et pourquoi on dit que le bois a un cercle vertueux? Dans le cycle du bois, le bois, quand il grandit, donc il stocke du carbone. Voilà, ça, on le sait quasiment tous aujourd'hui. Après, par contre, c'est vrai qu'à maturité, déjà, il en stocke beaucoup moins. Et que s'il n'y a pas de gestion forestière et que le bois meurt en forêt, bah, quand il va dépérir, se décomposer, il va libérer le carbone qu'il avait emmagasiné. Donc, de le brûler, ça va nous permettre de avoir une gestion de stock du carbone plutôt que d'aller d'extraire du gaz ou du fuel dans le sol, que si on le laisse là et qu'on ne le brûle pas, ne va pas dégager de CO2, qui est quand même le combat aujourd'hui environnemental. Donc voilà, hein, celui-ci, donc on l'a eu tout à l'heure, hein, pour un petit rappel, hein.
Donc voilà ce que ça dégage en termes de CO2, chaque énergie. Euh, je vais passer dessus, on l'a déjà vu. Alors celui-ci qui est assez intéressant aussi, donc bah, c'est la proportion. Oui, vous vouliez intervenir? Monsieur, Madame Jacob, je sais pas. Non? Alors, la contribution des émissions. Alors, vous voyez en bas, hein, c'est donc différentes particules. Ce qui nous intéresse très souvent, c'est les PM10. Voilà, c'est ce qu'on appelle les particules fines. Il y en a de deux types, hein, les 10, les 2,5. C'est l'épaisseur. Je crois que c'est des micros, macros, je sais plus. C'est l'épaisseur de la particule, 10 et 2,5. Voilà, gaz à effet de serre ici. Et donc, voilà, le résidentiel, c'est le jaune. Et le verdâtre, un petit peu, c'est le chauffage bois. Gaz à effet de serre, le chauffage bois, c'est très peu, hein. Voilà, on est là. En revanche, pour les particules, voilà ce que ça représentait. La part du bois, voilà, pour les particules. Et ça, c'est lié essentiellement par des appareils bois-bûches qui ne sont pas performants, donc d'avant 2002. Euh, Très souvent, les personnes me disent, ouais, mais ça pollue quand même. Bah, concrètement, quand vous prenez dans la vallée de Chamonix, la vallée de l'Arve, ils ont fait un plan d'aide pour le changement des appareils au bois, justement pour ça, parce que avec les camions, et l'encaissement de la vallée et tous les chauffages bois, il y a un niveau de particules fines, donc une qualité d'air exécrable. Et pour améliorer la qualité d'air, ils ont renouvelé le parc de chauffage bois. Ils l'ont pas annulé, ils l'ont remplacé par des appareils d'après 2003, voilà, qui vont avoir cette. Alors, je vais peut-être passer celle-ci tout de suite, voilà, qui vont avoir ceci, donc un appareil de classe flamme verte 7 étoiles. Ce label-là est un label qui garantit un certain nombre de performances. Et en gros, pour faire simple, c'est que le foyer de combustion est tellement performant que déjà, bah, pour la même quantité de bois par rapport à un appareil de 2000, vous avez plus de chaleur qui est redistribuée. Bon, avec le bois, ça donne tellement de chaleur que c'est pas forcément l'argument principal intéressant. Mais en revanche, en fait, c'est que le foyer de combustion est tellement fort qu'on va brûler une grande majorité des particules fines. Voilà, il y a un très grand rendement aussi. Et vous voyez, bah, voilà, une cheminée à foyer ouvert en termes de. Alors, l'unité, c'est peu important, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça dégage. Un poêle flamme verte 7 étoiles par rapport à un foyer de cheminée ouvert. C'est quasiment. Enfin, voilà. C'est la marque, il n'y a pas photo, quoi. Donc, je vais peut-être revenir sur la slide juste avant. Alors, moi, j'ai pas fait beaucoup de chimie, je vous avoue. Donc, tous les. Alors, le NO2, je sais même pas ce que c'est. Le NOx, il me semble que c'est NOx. Donc les PM, c'est ce que je vous disais, c'est les particules fines. Donc c'est ce qui, voilà, au niveau de la qualité d'air, c'est quand même quelque chose qui est très important dans la qualité d'air. Les benzènes aussi, et ceux-là, je me rappelle plus. Le BA13, il me semble que c'est important aussi. Si je dis pas de bêtises, pareil, il y a du benzène dedans. En tout cas, euh, voilà. Depuis qu'on commence à installer plutôt du chauffage bois performant, et ça c'est la qualité d'air en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, on a baissé considérablement, notamment des particules fines, en sachant que voilà, on ne roule pas moins avec nos véhicules qui sont une grosse source de pollution sur tous ces éléments-là, hein, benzène, particules fines et tout ça. Donc voilà pour ce qui est de la chaudière automatique à granulés. Alors là, on voit hein, aussi que les chaufferies collectives bois. Donc rappelez-vous, quand je vous ai montré le diagramme des coûts des énergies, c'est vrai que j'ai pas détaillé plus les versions du bois. Il y avait de bois bûche et bois plaquettes. Alors bois plaquettes,
c'est pas du bois granulé. Le granulé, comme je disais tout à l'heure, donc c'est la récupération du copeau, du découpage du bois d'œuvre. Le bois plaquette, c'est des morceaux bien plus gros. Pendant un temps, les chaudières individuelles, on pouvait trouver une chaudière à bois plaquette. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est plutôt réservé pour des bâtiments collectifs qui ont un gros besoin de puissance et d'énergie. L'inconvénient par rapport au granulé, c'est que le stockage est encore un petit peu plus important que du granulé. Voilà. Donc bah voilà, hein, quel teasing. Du coup, son fonctionnement, encore une fois, un générateur qui va alimenter des émetteurs de chauffage, on peut le remplacer. Voilà. Quand on a une chaudière, je prends l'exemple d'une chaudière fuel. Bon, suivant les critères de la maison, comme on l'a vu tout à l'heure, on va voir en fonction de la maison bah, quel est le système de chauffage qui est le plus adapté. Mais sinon, dans l'idée, on va pouvoir remplacer un générateur fuel par ce qu'on veut, une chaudière granulée, une pompe à chaleur hybride, une chaudière gaz condensation, un poêle hybride aussi, que j'ai pas mis dans notre présentation, qui est un poêle qui va donner l'occasion de chauffer aussi un réseau d'eau, voilà, en plus du poêle euh, classique. Voilà. Donc voilà, on peut vraiment remplacer par ce qu'on veut, c'est le générateur. Donc la chaudière granulée, on peut avoir des petites puissances, voilà. On a un rendement qui est souvent supérieur à 100%. Aujourd'hui, on sait faire aussi en instantané l'eau chaude sanitaire avec de la chaudière granulée. On peut aller sur des puissances très très hautes. Bon, comme on parle plutôt maison individuelle, c'est qu'on, si on met une 56 kW, c'est qu'on n'a pas isolé sa maison, donc il y a peut-être d'autres choses à faire avant de changer le chauffage. Ensuite, il y a aussi les chaudières à condensation, donc la technologie que je vous ai expliquée tout à l'heure, ça marche aussi avec le bois. Et puis aussi, on peut avoir une sortie des fumées en ventouse qui peut être possible avec la chaudière à granulés. Donc pour voilà, si on n'a pas de cheminée ou qu'elle n'est pas en bon état, des fois ça peut être au niveau du coût d'installation assez intéressant cette solution ventouse. Donc il y aura trois types de stockage. Donc vous les voyez là. Le stockage avec un silo intégré à la chaudière. Alors là, ça va être justement ces chaudières à granulés premier qui étaient autour de 13 000 à 14 000 euros. On va remplir manuellement la chaudière. Euh, à savoir que en général, on stocke des sacs de 15 kilos. Donc voilà, si on aime faire du sport, c'est pas mal. Sinon, il va y avoir des stockages avec des silos textiles euh, qui vont pouvoir avoir à peu près une autonomie d'un demi-mois. Voilà, pareil, donc on va recharger aussi par sac. Sinon, il y a des silos souples ou maçonnés qui, là, vont être dimensionnés pour l'année de chauffage et qui se remplissent de la même manière qu'une cuve à fuel, c'est-à-dire qu'il y a un camion qui vient avec un tube, voilà, qui va cracher le granulé dans le silo pour le remplir. Donc en général, on part sur une idée, pour vous donner une idée du volume que peut représenter, enfin en tout cas de la surface que peut représenter un stockage silo. On est aux alentours de 4 mètres carrés pour une maison de 100 mètres carrés à peu près, moyennement isolée. Donc de 2 mètres par 2 mètres sur en gros 1,90 m. Voilà, 1,80 m, 1,90 m. Donc souvent dans les garages, caves des maisons des années 1970 qui ont des hauteurs sous plafond pas très hautes, bah ça passe. Voilà, on est bien avec cette solution-là. Et bon, je vous parle beaucoup du fuel, c'est vrai. Quand on va enlever du fuel, on va aussi potentiellement enlever, alors normalement c'est une obligation d'ailleurs, hein, enlever ce qu'on a
la cuve. Bon, quand elle est enterrée, on n'en enlève pas, on l'annule. Par contre, souvent, elle est dans la chaufferie. Donc, on va souvent, ça le fait bien. C'est-à-dire qu'on enlève la cuve à fuel, ça représente un peu moins, mais quasiment la surface dont on a besoin pour du granulé. Allez, on va prendre un petit peu des questions. Je te laisse faire. Oui, Richard, il y a deux, trois questions. Le budget pour une chaudière granule, donc moi j'ai répondu aux alentours de 20 000 euros, mais ça va dépendre de la puissance aussi. Une petite chaudière granule de 3 kW ne coûtera pas le même prix qu'une chaudière de granule de 10 kW. Ensuite, durée de vie d'une chaudière granule, moi j'ai répondu aux alentours de 30 ans, mais ça va dépendre fortement des marques, de la disponibilité des pièces, la politique de la marque. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Hmm. là-dessus. Ouais. Ouais, ouais, ils annoncent souvent 25 ans, et puis dans les faits, elles vivent bien 30 ans. Ouais. Hmm. Et ensuite, le coût d'entretien de la chaudière granule. Le coût d'entretien, bah, moi je cible ça aux alentours des 200-250 euros par an. Ouais, c'est ça aussi, ouais. C'est ce que tu as aussi. Ensuite, peut-on aider pour neutraliser la cuve à fioul enterrée? Peut-on être aidé pour neutraliser la cuve? Ben ça, il faut faire appel à une entreprise dont c'est le métier en fait. Alors, oui, techniquement, au niveau de la technique, si on parle de l'aide technique, quand on a la cuve enterrée, il faut faire intervenir une entreprise spécialisée qui va faire ce qu'on appelle la dépollution, pardon, de cette cuve, et il faut la remplir. Par contre, une dépollution, elle est valable que 48 heures, je crois. Donc ça veut dire qu'il faut dépolluer et remplir la cuve. Voilà. Comme technique de remplissage, il y a différentes choses. Il y a du sable, du béton. Donc vous direz, oui, 3000 litres de béton, ça commence à... Enfin 5000, parce que c'est souvent des cuves de 5000 litres qui sont enterrées, ça commence à faire en termes de coût. Donc c'est vrai. Après, par contre, extraire une cuve enterrée, le terrassement et tout ça, c'est beaucoup plus cher. Voilà. Et pour les non enterrés, on va pareil faire de la dépollution. Si on ne peut pas l'extraire d'un bloc, il va falloir la découper. Voilà. Et il faut la présenter en déchetterie avec le certificat de dépollution qui est valable 48 heures. Voilà. Et après, pour la dimension d'aide financière, aujourd'hui, en fonction des revenus, il peut y avoir une aide financière de MaPrimeRénov'. Les aides financières, on en parlera un petit peu après. Voilà. Ouais, c'était la question, hein, des subventions. Ensuite, il y a des questions, je ne sais pas si tu veux enchaîner ou pas, sur les cheminées. Est-ce que juste une ventouse, ça peut suffire? Euh, Là, techniquement, il faut voir avec. Faut pas hésiter. Alors, de toute manière, là, on vous propose différents. Puis on va continuer, parce qu'il y en a encore un petit peu. Euh, Quoi qu'il en soit, c'est de faire des devis. Pourquoi? Parce que déjà, on va faire des conseils généraux, pardon, assez généralistes. Euh, un artisan local, encore plus important pour le chauffage, quelle que soit la solution envisagée, il y aura de la maintenance. Trouver un artisan qui fasse la maintenance d'un appareil qu'il ne pose pas, c'est compliqué. Donc, on va travailler plutôt avec des artisans locaux pour l'installation d'un système de chauffage, parce que bah, même une pompe à chaleur, il y a une maintenance à faire. Et dans l'idéal, c'est plutôt l'installateur qui va faire la maintenance. Donc, c'est de faire du devis, de ne pas signer de devis et de réfléchir avec différents devis. Nous, l'ASDA, on peut vous accompagner à l'analyse de vos devis si vous avez déjà déterminé quel système de chauffage vous allez remplacer. Si vous vous posez toujours la question, voilà, encore une fois, on a des permanences sur le territoire, on peut accueillir pour faire des conseils gratuits, neutres et indépendants sur cette question de chauffage qui est bah, très importante. Donc, on continue d'autres questions ou... et la question de la ventouse, mais je vais répondre à l'écrit. Allez, bah, allez. Et du coup, bah, je vais attaquer le chauffage solaire. Alors, le chauffage solaire. Donc, bah voilà, hein, si je revenais sur la slide de présentation des coûts de l'énergie, il y avait 0 euros en jaune tout en bas. Depuis 20 ans, elle coûte 0 euros. Bah, c'est l'énergie solaire. Voilà.
Donc oui, la dernière fois, moi, en rendez-vous, on m'a dit, ah, mais vous comptez pas le coût de l'installation. Bah, les autres énergies non plus, encore une fois. 22 centimes du kilowattheure d'électricité, c'est hors installation de la pompe à chaleur ou d'un chauffage électrique, quoi. Voilà. L'eau chaude, le chauffage solaire, on va pouvoir faire. Alors, il y a différentes choses. Voilà. Il y a le chauffe-eau solaire, ce qu'on va appeler le CESI, le chauffe-eau solaire individuel. Le CSC, c'est quand il est collectif. Donc, c'est entre 2 et 4 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit. Donc, ce sont des panneaux solaires thermiques où on va faire de l'eau chaude. À ne pas confondre avec la solution photovoltaïque, de panneaux solaires photovoltaïques, où on fait de l'électricité. Voilà, c'est deux technologies qui n'ont rien à voir. Comment on les reconnaît, les panneaux? Souvent, le photovoltaïque, ça fait des losanges, des petits carreaux. Voilà, c'est des cellules photovoltaïques. Tandis qu'un panneau solaire thermique, ça peut être tout noir. Voilà, il y a différentes solutions, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Donc, il est possible de faire soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle collective de l'eau chaude sanitaire. Ensuite, on peut aussi faire, donc, parce que c'est la question du jour, du chauffage, hein, donc un système solaire combiné individuel, ce qu'on appelle le SSCI, enfin souvent le SSC, système solaire combiné. Donc là, en termes de surface de panneaux, pour vous donner à peu près une idée de grandeur, on va prendre à peu près 10% de la surface chauffée de la maison. Voilà. Une maison de 100 mètres carrés, on va installer à peu près 10 mètres carrés de panneaux de solaire thermique pour faire du chauffage. Donc il y a deux technologies différentes, ce qu'on va appeler le solaire direct. Donc voilà, les fameux capteurs solaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont, hop. Alors les capteurs eux-mêmes sont à l'intérieur, il y a des serpentins, voilà, comme ça, remplis d'un liquide glycol. Donc c'est pas de l'eau parce qu'il a une capacité à transporter plus de calories que l'eau encore. Donc c'est un liquide glycol qui passe dans ces panneaux et qui va emmagasiner la chaleur délivrée par le soleil, hop, et on l'envoie dans une régule qui va l'envoyer donc dans un plancher chauffant. Tac. Donc là, la chaleur va se libérer et du coup, on va renvoyer après, hop, ici, dans les panneaux, le liquide qui se sera déchargé de chaleur dans le plancher chauffant et dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc on voit le ballon d'eau chaude, hop, on chauffe le bas du ballon avec le solaire et en haut, on rajoute un appoint, souvent électrique, voilà, en haut du ballon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va chauffer par le haut avec le solaire gratuit. Hop, donc la chaleur monte, on va charger en chaleur le haut du ballon. Et il y a un thermomètre là. Et puis si au besoin de la douche, on voit qu'il n'y a plus assez d'eau chaude ou soit qu'il n'y en a pas eu parce qu'il faisait pas beau, soit parce que la personne avant a utilisé toute l'eau, l'appoint se met en route pour délivrer l'eau chaude sanitaire. Et l'autre solution, c'est ce qu'on appelle donc de l'hydroaccumulation, donc avec un ballon tampon de stockage. Voilà. Moi, personnellement, je suis plus fan de la solution avec l'hydroaccumulation. Ça permet de stocker un peu plus aussi. Dès qu'on va pouvoir stocker, vu que c'est une énergie qu'on va capter plutôt la journée, et si on veut la garder pour un petit peu le soir, voilà, c'est un peu plus performant, je pense. Enfin, c'est sûr. Donc voilà. Les avantages, c'est que là, on est sur une utilisation d'énergie renouvelable et va permettre de couvrir entre 30 à 50% des besoins de chauffage et d'eau chaude. Alors, sur l'eau chaude, on est plutôt à 60-70% quand on n'a que de l'eau chaude sanitaire. Euh, Encore une fois, attention, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs.
des masques aux alentours. Les masques, bah voilà, si vous êtes contre une montagne tout de suite et qu'elle est plutôt sud-ouest, bah, direct, vous aurez quand même beaucoup moins d'apport solaire. Les masques naturels, les arbres et tout ça. En inconvénient, bah, c'est que ça va nécessiter bah, voilà, hein, donc une bonne orientation et inclinaison des capteurs. Il ne couvre pas la totalité des besoins. Donc, un chauffage complémentaire sera obligatoire. Voilà, donc une autre chaudière. Donc, souvent, un système solaire combiné va amener du chauffage solaire qui aura un appoint avec une autre chaudière, soit pompe à chaleur, soit chaudière granulée. Euh, voilà. Donc voilà, on a fait le tour sur les différentes solutions de générateurs de chaleur, donc de chaudière. Ce soir, on a parlé exclusivement et on parlera que de chaudière, pas d'appoint. Voilà, on va aborder les aides financières. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques quand vous avez vu l'ensemble des solutions? Là, il n'y a pas eu de questions sur le solaire, donc on est resté sur les questions de la ventouse tout à l'heure sur la granule. J'ai répondu par écrit. Ah, les chaudières bois. Effectivement, on n'a pas parlé des chaudières bois, Alors, chaudières bûches ou chaudières plaquettes. hmm. Alors si chaudière plaquette, j'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, pour la maison individuelle, ça se fait quasiment plus. On va être sur des puissances très fortes, plutôt pour des bâtiments communaux, collectifs ou collectifs. Voilà. Après, le bois bûche, c'est le label Flamme Verte, cette étoile qui prime en termes de performance. C'est vrai que nous, on n'a parlé que de chauffage central automatique. Voilà. Euh, du chauffage bois n'est plus automatique. Alors vous me direz, la chaudière granulée avec le remplissage, c'est un peu mitigé, mais il y a quand même une réserve malgré tout sur plusieurs jours. Chaudière bois, voilà, hein, il n'y a pas de réserve, il faut mettre la bûche. Quand il n'y en a plus, faut en remettre tout de suite. Euh, Voilà. Moi, je me permets d'intervenir. Il y a quand même les systèmes de ballon tampon. Une chaudière à bûche peut être posée avec un ballon tampon qui va permettre d'accumuler une certaine quantité d'eau chaude avec une autonomie qui ne sera pas comme une chaudière granule, ça c'est sûr. Il y a des questions, donc chaudière bois. Est-il pertinent de coupler du solaire photovoltaïque avec chauffage électrique? Entre parenthèses, pack ou convecteur. Je Euh, te, je te laisse faire. Tu me la laisses? Ouais. Eh Bah, ben, comme tu. en fait, le solaire photovoltaïque et le chauffage électrique, c'est deux choses qui vont pas fonctionner forcément au même moment. Le solaire photovoltaïque, vous allez produire en hiver, oui, un petit peu. Vous produirez plus au printemps et en été. Alors que le chauffage électrique, lui, il va plutôt consommer en hiver, le moment où les panneaux vont moins produire. Donc du coup, ça nécessiterait une installation vraiment très conséquente de panneaux, beaucoup de surface de panneaux pour amener la puissance nécessaire pour votre chauffage. Si vous avez 10 radiateurs électriques chez vous qui font 1000 watts, il vous faudra 10 kilowatts de puissance à fournir. Donc ça veut dire beaucoup de panneaux. Donc l'investissement que ça représente, je suis pas sûr que vous y rentreriez dans les frais. Euh, si on calcule l'investissement que ça représente photovoltaïque par rapport à la quantité d'énergie économisée. Donc nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on va préconiser. Ensuite, quels sont les coûts d'installation pour le solaire thermique? Ah oui, on n'a pas parlé de coût pour le solaire thermique. Ben, SSC, ça va être à peu près entre 10 et 15 000 euros. Donc, ce n'est que la partie solaire. Il n'y a pas l'appoint. Et du coup, ça amène la dernière question. Est-il possible de coupler un solaire avec la chaudière bois? Oui, oui, c'est possible. En fait, sur un ballon solaire, vous aurez le fameux ballon tampon. Vous avez possibilité d'avoir des ballons avec plusieurs entrées. Donc bi-énergie, vous avez deux énergies, tri-énergie, vous avez trois énergies. Donc c'est possible de déconnecter une chaudière bois, une chaudière granule, une chaudière gaz.
Voilà, après ça, c'est des détails techniques qu'il faut aborder avec qu'un artisan, hein, mais dans l'idée, en tout cas, c'est possible. En tout cas, c'est vrai que la solution solaire est très intéressante en Maurienne. C'est le territoire d'ensoleillement de la Savoie qui a le meilleur ensoleillement. Voilà. Euh, Vous connaissez votre territoire, vous avez des espèces endémiques au sud de la France qui sont dans les montagnes, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un très bel ensoleillement, donc c'est vrai que toute la partie solaire est quelque chose de très intéressant en Maurienne. Voilà, donc photovoltaïque, c'est vrai qu'on n'en parle pas ce soir, parce qu'on n'était que sur les systèmes de chauffage. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions sur le photovoltaïque, parce qu'il y a de quoi dire. C'était pas le thème de ce soir. Voilà, il n'y a pas de nouvelles questions qui sont arrivées. Ok, je pense que les aides financières vont en déclencher peut-être quelques-unes. Et ben, allez, j'avance alors. Alors, aide financière. Alors, les aides financières. Donc, pour tous travaux liés à l'énergie, il y a donc déjà une aide qui apparaît sur le devis, ce qui est la TVA à 5,5. Oui, vous voulez intervenir peut-être, monsieur Delorme, je vois. Parce qu'en fait, si vous laissez vos micros, ça peut créer des échos. Voilà. Donc la TVA à 5,5 pour les travaux d'amélioration énergétique sur les bâtiments de plus de 2 ans. Ensuite, on peut avoir des éco-prêts à taux zéro. Alors ça, il faut se rapprocher auprès de sa banque, savoir si déjà on a la possibilité d'endettement. Voilà. Donc c'est eux qui vont plutôt vous dire. Alors j'ai mis 15 000, mais je sais pas dire. Pour d'un changement de fenêtre, c'est 7 000. Après, c'est 10, 20 et 30, je crois, en fonction du nombre de lots de travaux que vous allez faire. Voilà, donc un chauffage, c'est un lot, je crois que c'est 10 000 euros d'éco-prêt à taux zéro. Donc des certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle dans notre jargon les CEE. Donc ça, c'est des primes qui sont pour tous. Voilà. Quels que soient ses revenus, quelle que soit la résidence, il faut qu'elle ait plus de 2 ans. Voilà, donc ces certificats d'économie d'énergie sont assez complexes à expliquer. C'est la loi Pope de 2006 qui a fait, c'est l'État qui a fait des fournisseurs d'énergie ce qu'on appelle des obligés. Ils ont l'obligation de racheter les économies d'énergie engendrées par des travaux d'amélioration énergétique. Donc, quand on change de système de chauffage, on va aller sur un système de chauffage plus performant qui fait faire un gain énergétique. Et les entreprises, enfin les fournisseurs d'énergie vous rachètent ce gain d'énergie. Un fournisseur d'énergie, c'est aussi, alors, si j'en cite plusieurs, je crois que j'ai le droit, Auchan, Leclerc, Carrefour, ils vendent de l'essence, ce sont des fournisseurs d'énergie. Alors, toutes les enseignes comme ça vont plutôt vous proposer des bons d'achat. Voilà. Puis on va dire que les fournisseurs d'énergie plus classiques, eux, vont vous proposer voilà, un versement. Il y a comme aide financière MaPrimeRénov'. Donc là, ça va être suivant les conditions de ressources et puis aussi sur des maisons de plus de 15 ans. Et Cœur de Maurienne Arvan également participe aux aides financières suivant quelques détails qu'on va regarder ensemble. Tout d'abord, les plafonds de ressources à MaPrimeRénov', donc ils sont là. Alors déjà, hein, le webinaire ce soir est enregistré. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet, pardon. Donc si vous voulez retourner chercher des éléments, n'hésitez pas. Voilà, le tableau des plafonds de ressources pour avoir l'aide de MaPrimeRénov' pour un changement de système de chauffage, notamment. Voilà. Et ça, donc, c'est les montants d'aide en fonction de là où vous vous situez. Je vais peut-être remettre un petit peu quand même les plafonds de ressources. C'est vrai que j'aurais peut-être pu vous dire en début de webinaire, peut-être de vous munir de votre revenu fiscal de référence. Voilà. Donc, je vous laisse encore un petit peu.
et les montants de ma prime rénov'. Alors, pourquoi je passe un petit peu vite au final? Les aides de l'État sont réajustées, mises à jour assez régulièrement, à peu près tous les 6 mois, mais surtout en début d'année où il y a voilà, l'année dernière, il y a déjà eu un gros changement. Et là, pour 2024, est annoncé différents changements très importants de ma prime rénov'. On n'a encore pas tous les tenants et les aboutissants. Les annonces ont été faites par les ministres il y a quoi, 15 jours à peu près. Donc voilà. Pour l'instant, ce sont des annonces. Les budgets vont être votés dans le mois de décembre. Donc concrètement, on en saura beaucoup plus fin décembre pour les aides de 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, aujourd'hui, si vous êtes en possession d'un devis que vous hésitez, euh, peut-être que, voilà, enfin, c'est peut-être intéressant si vous êtes déjà en position d'un devis, vous savez à peu près, ou même précisément pardon, ce que vous voulez faire, il faut peut-être commencer à faire la démarche de dépôt d'aide assez vite. Comment fonctionnent les aides? C'est peut-être important d'expliquer. Les aides financières, aujourd'hui, on va présenter un projet avec un devis non signé d'un artisan RGE. Voilà. Donc, il faut un artisan RGE et il faut un devis non signé. Pourquoi non signé? Un devis, c'est une proposition commerciale. Une fois qu'il est signé, c'est que vous avez accepté de payer ce prix-là. Bah, un service d'aide financière, il se dit, bah voilà, vous avez accepté de payer, vous n'avez pas besoin d'aide. Je pense que c'est leur manière de réflexion. Donc, on va proposer un projet. Donc, je reviens un petit peu en arrière. On a dit qu'ils pouvaient éventuellement avoir les certificats d'économie d'énergie, ma prime rénov'. Et ben aux deux, je vais déposer une demande d'aide financière avec un devis non signé. Et les deux, faut qu'ils me répondent oui, c'est bon pour nous. Ça veut dire qu'ils vont mettre de côté l'aide financière. C'est à ce moment-là que vous pouvez signer le devis. Vous avez plus d'1 an pour faire les travaux. Et une fois que vous avez la facture acquittée, vous la présentez et il vous débloque l'aide financière qu'il vous avait mis de côté. Donc, si on fait une demande et qu'elle est acceptée en 2023, elle est sur le dimensionnement qui est présenté ce soir. Voilà. Donc, bon, on est mi-novembre. Encore une fois, ça va représenter que les personnes qui ont déjà un devis. Euh, Aujourd'hui, la difficulté des particuliers, on ne va pas se cacher, votre boulot à vous, c'est de trouver des devis et c'est pas simple. Voilà. Là, en plus, on est rentré en saison de chauffe. Les chauffagistes sont pas les personnes les plus accessibles aujourd'hui. Donc, pour avoir un devis, si on n'a pas du tout d'idée, pour avoir un devis fin d'année, là, ça me paraît pas possible concrètement. Voilà. Quelles seront les aides financières l'année prochaine? C'est compliqué avec le peu d'infos que j'ai aujourd'hui. Voilà, concrètement, c'est compliqué. Je peux pas trop répondre à ça aujourd'hui, malheureusement. Mm. Donc, les certificats d'économie qui, eux, bah, en tout cas, ne devraient pas changer l'année prochaine. Donc, pour un remplacement d'un chauffage gaz ou fuel, on peut avoir, donc pour une chaudière granulée, quels que soient les revenus, 2500 euros d'aide. Pareil pour une pompe à chaleur RO. Alors, la pompe à chaleur OO, en fait, c'est de la géothermie, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé ce soir. On a parlé de la pompe à chaleur RO, donc de l'aérothermie. Tout ce qui est géothermie dans le sol, sur nappe phréatique, c'est ce qu'on appelle de la géothermie, donc avec des forages. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ça. Pour vous donner un ordre d'idée, le premier prix, on va être sur du 30 000 euros, voilà, d'installation. Donc la pompe à chaleur, plus, on va dire, soit le terrassement pour faire de la géothermie horizontale, soit un forage pour aller chercher en profondeur. Ça peut vite monter haut suivant les études de sol et tout ça. Voilà, c'est plus complexe. C'est pour ça qu'on a fait le choix de pas spécifiquement en parler. Mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un conseil gratuit, neutre et indépendant, si vous voulez qu'on échange sur ce sujet-là.
Pour un système solaire combiné, donc je reprends les certificats d'économie d'énergie sont aux alentours de 7 000 euros, 2 500 euros pour une pompe à chaleur hybride et le raccordement à un réseau de chaleur, pareil, ça on n'en a pas parlé. Voilà, on a plus ciblé l'intervention de ce soir sur la maison individuelle. C'est vrai qu'un raccordement de réseau de chaleur, ça se fait assez rarement dans ce cas-là. Ensuite, donc il y a les coups de pouce chauffage. Donc, c'est aussi en fonction des plafonds de revenus. Donc voilà, hein, vous les avez ici. Donc ça peut monter, donc la chaudière biomasse jusqu'à 4 000 euros, voilà, quand on remplace du gaz ou du fioul. 4 000 euros aussi la pompe à chaleur, donc c'est quand on est dans les ménages dits modestes ou très modestes. Voilà. Et du coup, les aides donc, de la communauté de communes de Cœur de Maurienne-Arvon, la 3CMA. Donc si vous êtes bleu, jaune ou violet de MaPrimeRénov', il y a la possibilité d'avoir ces aides affichées là. Quand on est dans la catégorie dit des revenus supérieurs, donc rose de MaPrimeRénov', vous n'y avez pas accès. Donc il y a une aide pour de la chaudière granulée bois. Et détail intéressant qui est très très rare, c'est qu'il y a aussi des aides dans le neuf. Voilà. C'est quand même extrêmement rare. Donc 1 000 euros, il peut avoir pour une chaudière granulée bois, 2 000 euros en collectif. Un chauffage solaire, il y a 1 000 euros d'aide de la 3CMA. Et pour un chauffe-eau solaire, il peut y avoir 500 euros d'aide pour un chauffe-eau solaire. Voilà sur les aides financières. Du coup, ben, je vous laisse me poser vos questions. Là, il y a une personne qui a posé la question sur chauffage électrique. Donc j'ai répondu qu'il n'y avait pas d'aide financière sur les radiateurs électriques. Et également, avant de tout projet, surtout venez vers nous afin qu'on puisse vous conseiller sur les choix pertinents. Se remplacer des vieux radiateurs électriques par des nouveaux radiateurs électriques, le gain énergétique, il sera quasi nul en fait. Vous allez un petit peu améliorer le confort, mais il n'y aura pas de gain d'énergie en fait. Et vous continuerez à payer des factures d'électricité importantes. Donc surtout, avant de prendre des décisions de travaux comme ça, venez bien vers nous, qu'on puisse vous conseiller sur qu'est-ce qui serait plus pertinent. Et même, Sur oui, bonsoir, Michel. C'est Oui, moi qui bonsoir. vous ai posé la question. Oui. Et même les CEA, donc on n'a pas de droit. Même les CEE, est-ce qu'on a le droit Si, Ouais, il y a possibilité d'avoir des certificats d'économie d'énergie pour un radiateur dit. Alors classe comment il 4. l'appelle? Alors comment il l'appelle? C'est l'histoire des classes 4 Et ou à haute classe... à Oui, programmation avancée. c'est ça. Alors parce que des Mais fois, c'est ridicule l'aide. parce que- Enfin, c'est 6 euros ou un truc comme ça par Oui, c'est ça. radiateur. Enfin, ça vaut Ah, pas le coup. ça vaut pas alors, le coup de demander. alors après, moi, quand il parle de radiateur performant, ça me fait tousser. Voilà, concrètement, j'ai du mal à l'avaler. Euh, à la limite, il l'appelle intelligent. Très bien. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est que la technologie, ça reste une résistance électrique. Une résistance électrique n'a pas de coefficient de performance. Quand elle consomme 1 kW, elle redistribue 1 kW. Comme le disait Nicolas, potentiellement, par rapport à un vieux grille-pain qui fait échapper de l'air un peu comme ça, on va avoir soit des pierres, donc de l'inertie, ce qui va donner un peu plus de confort. Euh, mais là où on va gagner de l'énergie, c'est qu'il va être programmable. Et de ce fait-là, on va pas le laisser marcher toute la journée et on va gagner de l'énergie. Mais c'est juste de l'intelligence. Ça n'est pas en rien de la performance. Voilà. L'énergie électrique, pour peut-être prendre un petit moment pour échanger dessus, mais ce qu'il y a, c'est que nous, quand les gens viennent nous voir qui veulent faire des travaux, derrière la volonté de faire des travaux, il peut se cacher énormément de choses. Des fois, on ne sait pas, des fois, ils nous le disent. Souvent, on nous le dit aussi, c'est que bah, il y a aussi la volonté d'améliorer l'étiquette énergétique de son logement. Soit pour soi, soit pour la revente, soit pour ses enfants plus tard. Enfin voilà, il y a différents choix de vie.
un logement, quand on fait une étiquette énergétique, un diagnostic de performance énergétique, il va exprimer le besoin de l'énergie en énergie primaire, qui est pour la majorité des énergies n'a quasiment pas d'impact. En revanche, pour l'électricité, il y en a une. C'est-à-dire que quand j'ai 1 kilowatt d'électricité chez moi, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale. Pour avoir l'énergie primaire, c'est ce qu'il faut pour que j'en ai 1 kilowatt chez moi. Et en France, bah, c'est 2,3 fois plus. C'est-à-dire que le réseau va en fabriquer 2,3 kilowatts pour que moi, à la maison, j'en ai 1 kilowatt chez moi. Donc en gros, si, pour résumer, quand on fait un diagnostic hein, d'une maison, qu'on rentre dans le logiciel thermique, la composition des parois, comment le bâtiment est isolé, les différents... voilà. S'il me dit qu'il faut 10 000 kWh pour faire le chauffage et l'eau chaude sanitaire, parce que c'est ça qui est exprimé hein, sur un DPE à majorité, donc c'est votre besoin en énergie pour le chauffage et l'eau chaude, le chauffage à 19 degrés et votre eau chaude. À majorité, c'est ça. Et ben si il me dit qu'il faut 10 000 kWh pour ce logement, et que je dis après, bah voilà, le logement il est chauffé avec des radiateurs électriques et un ballon d'eau chaude électrique, tout est lec, bah c'est pas 10 000, mais c'est 23 000 kWh divisé par le nombre de mètres carrés, et ça va vous situer sur l'étiquette énergétique. C'est pour ça que notamment les immeubles, les copropriétés en station des années 70 qui sont toutes électriques, eh ben, ils ont une étiquette énergétique catastrophique parce que ils subissent le coefficient de l'énergie primaire à l'énergie finale. Voilà. Il y a des questions. Euh, J'ai répondu par écrit. Les aides sont-elles cumulables? Donc oui, les différentes aides sont cumulables. Ensuite, comment nous contacter? Il y a pas de notre contact à la fin, du coup. Je suis peut-être pas allé jusqu'au bout. Ah oui, on s'était arrêté à la question. Hop, voilà. Voilà. Pour nous Donc, contacter. par par- mail, info@sphère73.fr et par téléphone ici. Encore une fois, il y aura l'enregistrement hein, sur sur notre sur notre site internet. Voilà. Oui. Ensuite, il y a une question, est-ce que vous pouvez nous solliciter pour un projet neuf? Alors, c'est pas notre rôle premier hein, de faire du conseil sur le. Nous, on est là pour faire du conseil sur la rénovation. Après, c'est des petites questions par-ci par-là. Vous nous appelez et puis on essaiera de répondre. Pour nous aider dans notre choix de chauffage, il faut prendre rendez-vous avec vous. Euh, oui, contactez-nous. Dans tous les cas, commencez par nous appeler en fonction du projet. Si on arrive à répondre à la demande par téléphone, bon, on le fera. Et si ça nécessite un rendez-vous un peu partout sur le territoire, on propose des permanences un peu partout sur le territoire. Du coup, bah, on calera un rendez-vous. Ouais. Oui, on a des permanences à Saint-Jean, oui. Après, c'est sur rendez-vous, hein, donc attention, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc c'est pour ça si c'est une simple question sur une aide financière, si on peut répondre par téléphone, on le fera. Et si ça nécessite un rendez-vous, ben, il faudra prévoir un temps d'attente pour accéder au rendez-vous. Bon, après, c'est peut-être voilà, posez peut-être vos questions en direct, que ce soit. Oui, tu as raison, ouais. Oui, donc en effet, on a des permanences. Vous vous doutez, on est extrêmement demandé. On peut arriver des fois à des délais de pratiquement 2 mois pour arriver à avoir une place dans notre permanence. Donc, comme l'a dit Nicolas, en règle générale, si la question est, si on peut vous accompagner déjà juste dans une aide au téléphone, des fois ça peut suffire, hein, voilà. S'il y a besoin d'aller plus loin, parce que bah voilà, quand vous nous appelez, on vous pose quelques petites questions sur votre logement, comment il est isolé, de quelle année il est, enfin voilà, on essaye vraiment d'avoir une analyse aussi pour vous amener le meilleur conseil, voilà. Euh, Parce que bah voilà, malheureusement, il y a eu des personnes,
Alors, je prends un cas, excusez-moi, hein, mais voilà, il y a eu des personnes qui ont fait des choix compliqués. Mettre une pompe à chaleur sur une maison pas du tout isolée, qui se sont retrouvés avec des coûts de facture euh, extrêmement hautes alors qu'ils l'avaient acheté pour ça, savoir que le chauffage leur coûte moins cher par rapport au fuel. Voilà. Donc voilà, on essaie de vous accompagner pour que bah, voilà, vous aidiez bien les tenants et les aboutissants de chaque solution. Il n'y a pas de système magique. Voilà, aujourd'hui, attention à toutes les offres alléchantes. Moi, dans les conseils que je peux vous donner ce soir, c'est déjà voilà, les artisans aujourd'hui sont débordés. Donc voilà, le démarchage, ça n'existe pas. L'isolation à 1 euro, ça n'existe pas. Voilà, dès que c'est alléchant, c'est que c'est piégeux. Ne vous faites pas avoir, faites faire du devis. Quand ils vous mettent la pression que l'offre est valable tant de temps, non, voilà, tant pis. Passez par un coup de fil à l'ASDER, voilà. Voilà, il y a beaucoup plus qu'on ne croit de personnes qui se font avoir, malheureusement, par des démarches commerciales abusives et pressées, quoi. Voilà. Les artisans aujourd'hui, ils démarchent pas, hein, ils n'ont pas le temps, ils travaillent et ils sont débordés. Ouais, je me permets de rajouter un petit truc sur le sujet et après je vais répondre à une question qui est sur le chat. Par rapport au démarchage, en fait, faut bien avoir en tête que le démarchage téléphonique est interdit par la loi aujourd'hui. Donc une entreprise qui vous démarche par téléphone, déjà, ça pose des questions sur le sérieux de l'entreprise. Moi, je résume cette problématique par ça. Voilà, c'est déjà une boîte qui n'est pas honnête dans son fonctionnement. Pour répondre à la question, une chaudière granule, la cheminée doit-elle être gainée? Il existe des modèles de chaudières à granules où il y a possibilité de faire sortir en ventouse. Ça, c'est possible, mais ça va dépendre du modèle de chaudière. Ça va dépendre de la puissance, si c'est un modèle à condensation ou pas, etc., etc. Donc, il y a possibilité. Sinon, dans une cheminée, oui, pour être aux normes d'aujourd'hui, moi, il me semble bien que c'est forcément un gainage du conduit existant. Exactement, ouais, il y a obligation du conduit et puis attention aussi, hein, aux écarts au feu, notamment avec les isolants. Voilà, il y a différentes choses à voir, sachant qu'il y a certains isolants qui sont inflammables, non, non inflammables. Inflammable. Voilà, voilà. Donc il y a des solutions, hein. Est-ce qu'on peut nous appeler sans devis, mais juste pour avoir un conseil? Oui, oui, bien sûr. On est là avant tout pour du conseil, en fait. Donc oui, appelez-nous. Toute question. Si c'est une petite question, on répondra rapidement. Ça ne nous posera pas de problème. Voilà. Surtout, contactez-nous. Ouais. On est là pour ça. Là, il n'y a pas Prenez d'autres vos, questions. si vous voulez, hein, prenez vos micros, hein, on va peut-être arrêter les questions de chat. N'hésitez pas, hein, à Il y a encore intervenir. 25 personnes. Donc, Est-ce qu'on a répondu à vos questions qui étaient sur le chat? Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des devis? Est-ce qu'on a répondu à vos questions aussi, peut-être? Voilà. N'hésitez pas. pas de nouvelles questions sur le chat. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va encore vous laisser quelques minutes si vous voulez formuler quelque chose. Puis on va commencer bah, voilà, à ranger, à vous quitter. Donc le numéro de téléphone qui s'affiche, l'enregistrement qui sera sur notre site web, j'arrive à le dire d'un coup. Voilà, et puis encore une fois, voilà, on fait du conseil neutre, gratuit, indépendant. N'hésitez pas, quelle que soit l'étape, voilà, avant d'avoir des devis, pendant que vous avez des devis. Voilà, hein, il y a tout type de profil. Souvent, des rendez-vous, on peut en faire plusieurs aussi. Donc, si vous êtes complètement perdu dans votre projet, on peut en faire un. Le projet
commence à être plus précis, mais il ouvre à d'autres questions, on peut refaire un autre rendez-vous. Voilà, on est présent sur la Maurienne, à Modane, à Saint-Michel-de-Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne, à Saint-Étienne-de-Cuines et à Val-d'Arc. Voilà. Donc ça fait déjà pas mal de points de rencontre possibles. Voilà, puis n'hésitez pas, vous avez la maison de l'habitat aussi sur Saint-Jean-de-Maurienne, voilà, qui fonctionne bien, qui peut vous donner aussi quelques infos, notamment dans le cadre du Lyon-Turin. C'est là-bas qu'il faut toquer à la porte euh, pour les dispositifs du Lyon-Turin que nous, on s'en occupe pas, c'est la maison de l'habitat.